utter destruction, a sea of destruction as this area took a direct hit while we were away in our storm shelter. I mean, this is terrible. Homes completely wiped off their foundation here, asphalt ripped up from the ground to the point where we don't even know what street that we're on here, even automobiles stripped of their paint. Les tornades sont un phénomène d'une violence absolument extrême. Je veux dire, imaginez-vous, il est 2h du matin, vous êtes là, dans votre lit, en train de dormir, et vous vous faites réveiller subitement par ce bruit. Alors que vous avez encore les paupières de vos yeux collées entre elles, vous commencez à entendre un bruit sourd provenant de l'extérieur, comme un grand train de fret à vive allure, se rapprochant dangereusement de vos fenêtres. Vous comprenez ce qui se passe. Mais avant même que vous n'ayez eu le temps d'allumer la lumière, que les premières fenêtres se brisent. Puis vous constatez avec horreur que votre toit est en train de s'arracher, avec tous vos meubles, et les cris des membres de votre famille en train de s'envoler, et que vous ne reverrez plus jamais. C'est le risque avec lequel vivent plus d'une centaine de millions de personnes. En effet, le pays des tornades, c'est évidemment les États-Unis. Là-bas, on compte en moyenne 70 à 80 morts par année à cause des tornades. Cela engendre aussi des coûts de plusieurs milliards de dollars de dégâts chaque année. Bien que les tornades se produisent aussi ailleurs qu'aux États-Unis et qu'en fait il peut y en avoir à peu près partout dans le monde, l'Amérique enregistre en moyenne 1300 tornades par année. Certaines années sont plus calmes et tournent autour des 800 tornades, mais d'autres sont beaucoup plus productives. L'année dernière, en 2024, il y en aura eu 1777. Pour comparaison, en France, on en recense en moyenne une petite quarantaine par année, dont l'immense majorité sont de faible intensité. Mais pas toujours. Mais pourquoi y en a-t-il autant aux States ? Eh bien, il y a une zone géographique connue aux États-Unis que l'on appelle la Tornado Alley. Un vaste périmètre au centre du continent s'étendant du Texas jusqu'au Dakota du Sud, qui bénéficie de conditions climatiques et géographiques particulièrement favorables à l'apparition des tornades. Mais en réalité, ce concept de Tornado Alley est plutôt critiqué par les experts du domaine. D'une part parce que les météorologues ont constaté une diminution de la fréquence des tornades dans cette zone-là, et une augmentation de la fréquence dans les États du Sud. Si bien que l'on parle aussi parfois de Dixie Alley, Dixie étant le surnom donné aux États du Sud. Mais lorsque l'on regarde une carte qui montre le passage de toutes les tornades enregistrées aux États-Unis ayant une intensité significativement élevée, on remarque qu'elles se produisent globalement sur la partie est du pays. Les habitants de l'Ouest, eux, sont beaucoup plus épargnés. Bon, après là-bas, ils ont des tremblements de terre et des supervolcans, histoire de compenser. Depuis tout à l'heure, je vous parle de l'intensité d'une tornade. Mais comment mesure-t-on ça ? Tetsuya Theodore Fujita est un scientifique né au Japon en 1920. Il a grandi en observant les forces impressionnantes de la nature. Après la Seconde Guerre mondiale, il part aux États-Unis où il consacre sa carrière à l'étude des orages violents et des tornades. On lui doit la découverte des microbursts, c'est-à-dire des micrografales descendantes qui provoquent notamment des crashs d'avions. En les étudiant, il sauvera ainsi des milliers de vies dans le domaine aéronautique. Mais il est surtout connu pour ce qu'il a mis en place afin de classer la puissance des tornades. En effet, il invente, en 1971, l'échelle de Fujita. Celle-ci, qui va de F0 à F5, ne se contente pas de mesurer la vitesse des vents, mais analyse les dégâts causés par les tornades, pour estimer leur intensité, transformant ainsi la manière dont ces phénomènes sont compris et étudiés. Depuis 2007, cette échelle a été remplacée par une version améliorée qu'on appelle l'Enhanced Fujita Scale. Les tornades sont donc classées maintenant de EF0 jusqu'à EF5. Il faut savoir que sur la totalité des tornades aux États-Unis, 80% d'entre elles sont classées EF0 ou EF1, c'est-à-dire des tornades causant des dommages relativement limités. Cette échelle servira de fil conducteur pour la vidéo. Nous commencerons par l'échelon le plus bas, puis nous monterons progressivement vers le dernier échelon, le F5. EF0, vitesse 105 à 135 km/h, répartition environ 55%, dégâts légers. Je suis sûr que vous avez déjà tous vécu des rafales de vent à ces vitesses-là. Ça arrive assez fréquemment, notamment en montagne. Ce genre de rafales peuvent être dangereuses car elles sont suffisamment puissantes pour casser quelques branches d'arbres qui deviennent de véritables projectiles ou arracher quelques tuiles sur les toitures un peu vétustes qui peuvent à tout moment vous tomber sur la tête. Néanmoins, quand ça arrive, cela n'impacte pas forcément votre comportement. À part que vous aurez tendance à rester à l'intérieur si vous êtes déjà chez vous, ou à vite trouver un magasin ou tout endroit où vous pourrez vous abriter si vous êtes à l'extérieur.
Pour ceux qui habitent dans une maison ou qui ont un jardin, je suis sûr que vous avez déjà tous vécu ce moment où vous sortez de chez vous et vous remarquez qu'une partie de votre mobilier de jardin a été renversée ou a carrément foutu le camp chez le voisin d'à côté. Ce sont des choses qui arrivent sans que cela ne soit forcément un événement relaté dans les journaux télévisés. Les tornades EF0 font typiquement ce genre de dégâts. Nous allons donc pas nous éterniser trop là-dessus. Néanmoins, le phénomène peut s'avérer assez impressionnant à regarder lorsque l'on aperçoit le tuba de condensation se former. On notera que c'est à peu près la même intensité qu'une trombe marine. Les trombes marines sont un phénomène ressemblant fortement à une tornade et se formant sur un plan d'eau comme une mer ou un lac. Celles-ci sont de faible intensité et se dissipent si elles atteignent la terre ferme. Il arrive souvent d'en voir sur les lacs suisses. Quand on ne connaît pas le phénomène, cela peut être très impressionnant à regarder, mais ce n'est que rarement dangereux. EF1, vitesse 135 à 175 km/h, répartition environ 30%, dégâts modérés. Les tornades EF1 sont déjà beaucoup plus puissantes et commettent déjà des dégâts plus conséquents. Les vieilles toitures peuvent être sérieusement endommagées, les arbres sont couchés, certaines caravanes peuvent être facilement renversées. Clairement, il ne faut surtout pas être dehors quand ça arrive, car le danger de mort devient réel. Néanmoins, on les voit arriver assez facilement, ce qui laisse le temps à la population de s'abriter dans une maison et, de préférence, à l'écart des vitres, car celles-ci peuvent exploser sous la pression du vent ou à cause des nombreux débris qui voltigent dans tous les sens. Celles-ci ne font que rarement des victimes, mais commencent sérieusement à faire peur, notamment vu de l'intérieur d'une maison. EF2, vitesse 175 à 220 km/h, répartition environ 10%, dégâts considérables. Nous entrons maintenant dans une catégorie qui commence sérieusement à taper fort. Jusqu'à maintenant, nous avons vu les deux catégories les plus fréquentes et ne faisant que peu de dégâts, ce qui en faisait des phénomènes plutôt anecdotiques jusque-là. C'est pourquoi je vais passer un peu plus de temps à vous parler des autres catégories. Une EF2 peut déjà littéralement vous arracher le toit de votre maison, en faisant exploser vos fenêtres au préalable. Si votre maison est construite avec des matériaux légers comme le bois, typiquement le cas des maisons américaines, celle-ci risque de subir de graves dommages structuraux en détruisant une partie des murs et en saccageant complètement l'intérieur. Des voitures peuvent être légèrement soulevées et être déplacées sur plusieurs mètres. De grosses structures peuvent être détruites, générant ainsi des débris de plus d'une centaine de kilogrammes qui sont projetés à forte vitesse. EF3, vitesse de 220 à 270 km/h, répartition environ 3%, dégâts sévères. Là, on entre sur du lourd. À partir de l'échelon EF3, on entre dans la catégorie des tornades rares et dévastatrices. Vous savez, dans l'imaginaire collectif, c'est ce genre de tornades que nous avons en tête. Et pourtant, ce sont les plus rares. Celles-ci sont si puissantes qu'elles peuvent détruire tout un étage d'une maison. C'est aussi avec cette catégorie-là que l'on peut commencer à voir des voitures se faire décoller du sol et déplacer sur plusieurs dizaines de mètres et même des trains de fret remplis se faire renverser. Pour vous montrer à quoi peuvent ressembler ces monstres, nous allons revenir sur quelques-unes d'entre elles. La tornade d'Andover, Kansas, 29 avril 2022. Le 29 avril, une dépression atmosphérique puissante s'est approchée du Kansas. Le centre de prévision des tempêtes avait alors placé la région sous un risque accru de phénomènes météorologiques violents, avec une probabilité de 10% pour la formation de tornades. Les premières cellules orageuses sont apparues dans le centre et le nord-est du Kansas, près d'un front chaud. Cependant, en début de soirée, plusieurs orages ont éclaté à l'est de Wichita. L'un des deux s'est renforcé pour devenir une supercellule à faible précipitation, à l'origine de la tornade d'Andover. La tornade a touché terre pour la première fois à 21h10, heure locale, à l'est de la base aérienne de McConnell. Se déplaçant vers le nord-est, elle a rapidement gagné en puissance, atteignant une intensité EF2 en passant par la 137e rue sud-est, la 31e rue est-sud, ainsi que l'autre route rurale proche. Dans cette zone, plusieurs maisons mobiles ont été complètement détruites, tandis que certaines maisons en bois ont perdu leur toit ou leur mur extérieur. D'autres habitations ont subi des dommages moins importants, une camionnette a été retournée, des bâtiments annexes ont été démolis, et de nombreux arbres ainsi que des poteaux électriques ont été arrachés. Après avoir quitté cette zone, la tornade a légèrement infléchi sa trajectoire vers le nord. Elle a alors déraciné des arbres et endommagé une maison située à proximité. Peu après, la tornade a atteint une intensité EF3 en entrant dans la partie sud de la ville d'Andover, frappant notamment une impasse au bout du Lantern Lane Court. Une maison y était presque entièrement détruite. Seuls quelques murs étaient encore debout, tandis que d'autres habitations voisines ont subi d'importants dégâts. Au total, c'est plus de 1074 bâtiments qui ont subi des dommages de gravité variable à cause de la tornade, dont près de 400 ont été entièrement détruits.
Dans le comté de Sedgwick, des milliers d'habitants ont été privés d'électricité juste après le passage du phénomène. Pour appuyer les opérations de secours, l'armée de l'air américaine a mobilisé 150 aviateurs, rejoints par de nombreux bénévoles civils venus à Andover pour prêter main forte. La gouverneure du Kansas, Laura Kelly, a proclamé l'état d'urgence en réponse à la catastrophe. 3 personnes ont été blessées, dont 2 dans le comité de Sedgwick. Les dégâts matériels causés à Andover ont été estimés à 41,5 millions de dollars. A noter qu'aucune victime n'a été à déplorer. Ce n'est pas la première fois que la ville d'Andover a été touchée par une tornade. En effet, celle-ci avait déjà été touchée dans les années 90 par une autre, beaucoup plus puissante et meurtrière. La tornade de Nashville, Tennessee, 3 mars 2020. Il y a pas mal de gens qui ont tendance à penser que les tornades ne frappent jamais en plein centre-ville. En gros, si vous habitez dans un grand centre urbain, vous êtes totalement immunisé contre les tornades. C'est évidemment complètement faux. Et cette croyance ne repose sur rien de scientifique. C'est juste qu'on voit rarement ça, pour la simple et bonne raison que les États-Unis, c'est grand, très grand, et que les grandes métropoles ne sont que des minuscules points sur le territoire. Il est donc certes peu probable qu'une tornade ne se déroule en ville, mais c'est en réalité la même probabilité que n'importe quel autre endroit sur la carte. La nuit du 2 au 3 mars 2020, l'État du Tennessee subit un tornado outbreak, c'est-à-dire une éruption de plusieurs tornades dans une même zone géographique et dans un laps de temps restreint. La WTVF, aussi appelée News Channel 5, la chaîne de télévision locale, suit l'événement de près de manière à alerter le plus efficacement possible la population. Vers les 10h du soir, une première tornade, classée EF1, se pose dans l'ouest de l'État. Dans les heures qui suivent, d'autres vont éclore jusqu'au moment où, à minuit 32, la métropole de Nashville, capitale du Tennessee, et ses 700 000 habitants vont tous être alertés par les sirènes. The storms, you can hear the sirens going off in downtown Nashville as the storm moves closer to you. So here's a broader picture, that storm, the greatest area of concern just coming out of Cheatham County. Les habitants ne se rendent peut-être pas compte, mais à seulement 4 km à l'ouest de la ville, une nouvelle tornade vient de se poser. Celle-ci fonce droit sur elle à une vitesse de déplacement estimée à 65 km/h. Et c'est le drame. Inside now! Henry, Now, get inside. inside, folks. This is moving by the Channel 5 area as we speak. As we speak. Carter, there's a real tornado right there. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Ugh. There it is. Go inside now. Now, get inside, folks. This is moving by À ce moment-là, c'est la panique dans les studios de News Channel 5, car la tornade passe littéralement juste derrière leur bâtiment principal, endommageant un de leurs hélicoptères au passage. Vous remarquerez l'incroyable calme et professionnalisme de Madame Bree Smith, la météorologue qui décrivait les événements en live. La tornade va parcourir près de 100 km en traversant tout le nord de la ville. Vous pouvez voir sur ces images du matin les dégâts causés par le passage de celle-ci, à moins d'1 kilomètre de l'hypercentre avec les gratte-ciels. En tout, elle fera 5 morts, 2 à Nashville et 3 à Mount Juliet, la ville juste à côté, et plus de 220 blessés. EF4. Vitesse de 270 à 320 km/h. Répartition 1%. Dégâts dévastateurs. La tornade de Cookeville, Tennessee, 3 mars 2020. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'outbreak du Tennessee, la nuit du 2 et 3 mars 2020, qui aura causé de nombreuses tornades, notamment celle de Nashville, classée EF3. Mais ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que cette nuit-là, à 1h48 du matin, une autre tornade, classée cette fois-ci EF4, va toucher terre à seulement 13 km à l'ouest de la petite ville de Cookeville. Celle-ci ne durera que 20 minutes et ne parcourra que 13 km. Une tornade d'aussi courte durée ne devrait normalement pas faire trop de victimes, voire pas du tout. Mais malheureusement, cela ne se passera pas comme ça. Les données météorologiques sur cette région, qui n'étaient au départ pas dans la zone à risque de l'éruption du Tennessee, étaient très difficiles à prévoir, et le fait que tout le monde dormait en pensant ne pas être concerné par l'épisode tornadique, couplé à une alerte donnée trop tardivement, fera de cette courte tornade la plus meurtrière de cette nuit. Au total, c'est plus de 19 morts, 87 blessés qui seront à déplorer. C'est plus de victimes qu'à Nashville, pourtant bien plus densément peuplée et dont la tornade aura parcouru une distance 7 fois plus grande. Celle-ci aura été vraiment marquante,
Car si elle aura montré les lacunes qui subissent encore au niveau des données météorologiques et des systèmes d'alerte, elle aura surtout laissé un puissant traumatisme pour la population de cette région. La tornade de Fairdale, Illinois, 9 avril 2015. Ok, laissez-moi vous dire que j'ai un rapport particulier avec celle-ci, car c'est elle qui m'a donné envie de faire cette vidéo aujourd'hui. Au soir du 9 avril 2015, à 20h30, un gigantesque monstre de condensation se pose sur le sol, près du petit village de Fairdale, situé moins de 100 km au sud-ouest de Chicago. La tempête fonce droit sur celui-ci. Voyant la menace se rapprocher, les habitants du hameau se cachent au centre de leur maison. Mais il y a un homme qui va avoir une réaction absolument hallucinante face au danger. Cet homme, c'est Clarence D. Clem Schultz. Celui-ci, plutôt que se réfugier au rez-de-chaussée, va monter à l'étage de sa maison. Puis, se mettre à la fenêtre de sa chambre. Constater la tornade en train de foncer droit sur lui et sa maison. Puis, il va sortir son téléphone. Et il va tout filmer. Jusqu'au bout. Là, je me dis que je me dois vraiment de vous faire un disclaimer. L'extrait qui va suivre risque vraiment d'heurter la sensibilité des personnes les plus fragiles. J'invite ces personnes à avancer la vidéo après cet extrait, car il s'agit, à mon sens, de la vidéo de tornade la plus violente, la plus terrifiante et la plus incroyable qui existe. Aussi fou que cela puisse paraître, Clem va survivre. En revanche, sa femme, qui se situait au rez de sa maison qui fut intégralement détruite, n'a pas survécu. Son voisin, qui était aussi son meilleur ami, lui non plus. EF5, vitesse plus de 320 km/h. Répartition moins de 1%. Dégâts incroyables. Le stade ultime. La plupart des chasseurs rêvent d'en voir une un jour. Dans le film Twister, il y a cette notion de comparer une EF5 au doigt de Dieu. Il faut garder en tête que ces tornades sont extrêmement rares, mais que les dégâts matériels et humains sont cataclysmiques. La vitesse des vents atteigne des sommets vertigineux. La Tri-State Tornado. Missouri, Illinois et Indiana. 18 mars 1925. Celle-ci est surtout connue pour être la tornade la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. Comme son nom l'indique, cette tornade aura traversé durant la durée de sa vie 3 États américains, en parcourant plus de 350 km. Ce parcours est le résultat de son extrême longévité, plus de 3 heures de temps, et de sa vitesse de déplacement rapide, plus de 80 km/h. Celle-ci est arrivée à une époque qui date de bien avant l'invention de l'échelle de Fujita, et l'échelle améliorée. Mais la vitesse des vents qui ont largement dépassé les 320 km/h fait bel et bien d'elle une EF5. Cette longévité et cet immense chemin couplé au système d'alerte bien moins efficace à cette époque et à sa vitesse de déplacement rapide lui fera donner la mort à 695 personnes et fera plus de 2000 blessés, pour un total de presque 3 milliards de dollars actuels de dégâts. La tornade de Moore, Oklahoma, 20 mai 2013. L'Oklahoma est pour sûr l'état le plus concerné par les tornades, et surtout par les plus violentes d'entre elles. La ville de Moore avait déjà été touchée une fois en 1999 dans une éruption qui aura notamment généré une EF5 dont les vents ont atteint un record de 484 km/h. Celle dont je vais maintenant vous parler est connue pour sa largeur démentielle, pas loin de 2 km de large. Celle-ci s'est posée à 15h, heure locale, à environ 3 km au sud-ouest de la ville de Moore, faisant partie de l'agglomération de la capitale, Oklahoma City. Elle va se déplacer sur une distance de plus de 22 km,
en traversant tout le centre-ville de Moore. Je vous laisse avec ces images pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point le niveau de destruction est incommensurable. And probably transport to another hospital that can provide them some better care. Just because look at that. That right there is the main entrance into the Moore, I think it's the Moore Norman hospital there. John, for people not familiar with series of doctors' offices, what is the Moore Medical Center? No, Linda, it is a hospital. They do some. The shelter is all that's left. The couple's home, along with so many others, is no more. In Briarwood School, the killer storm kept churning through Moore, leveling homes, uprooting trees, and turning everything in its path into rubble. La tornade de Moore laissera derrière elle 24 morts, plus de 200 blessés et 12 000 personnes sans abri. Des familles qui ont tout perdu et qui n'auront obtenu en échange qu'un profond traumatisme. Plus de 1150 maisons et 2 écoles ont été complètement détruites. En tout, les dégâts ont été estimés à plus de 2 milliards de dollars. Cette tornade est aussi connue pour être la dernière à avoir obtenu le grade EF5. Car en effet, cela fait maintenant plus de 13 ans qu'il n'y en a pas eu. Cela peut vous donner une idée de la rareté de celle-ci. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère que ce petit tour des tornades vous aura plu. Je reviendrai très prochainement avec d'autres sujets tout autant intéressants et effrayants. Alors abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de tout ça. Allez, c'était Jixmo, à tout bientôt.